On a commencé nous en 1980, chacun de son côté. On s'est rencontrés en 1983 dans les catacombes de Paris. Il y avait des concerts, punk à l'intérieur. Et donc on a peint comme ça, sans savoir un peu ce que ça a donné. Puis on a signé Vive la peinture, parce qu'il y a eu un article dans Actuel, il disait c'est pas signé, on sait pas qui c'est, etc. Donc on est revenu, on a signé Vive la peinture. Parce qu'à l'époque c'était le conceptuel qui avait tout le milieu de l'art était consacré à des conceptuels uniquement. Et nous on aimait beaucoup la peinture, on voulait un retour à la peinture. Dès le départ on a dit on travaille dans la rue parce que ça fait des simèses géantes pour nous. On a un rapport plus facile avec le public. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on peint dans la rue ou qu'on colle, les gens viennent parler avec nous, nous prennent en photo. Ça, c'est ce qui manque dans les galeries, c'est que le public, c'est sacralisé. Tandis que dans la rue, il y a une proximité qui est assez géniale. Ça nous paraissait très intéressant de confronter nos images à la rue. On s'est rendu compte très vite que ça avait un impact énorme et c'était vu par plein de gens et on avait des espaces considérables. Ouais. Ça fait rien, on le tracera après en blanc. D'abord, on a tenu compte du mur. La brique nous plaisait, donc on a essayé de la rendre apparente. On a représenté un personnage qui est récurrent dans notre travail, le personnage de Zuman, qui est un sauvage urbain, une sorte de poète des murs, une sorte de peintre de rue. Et donc on le représente avec un skate et il dit... car il aime faire réfléchir, il aime faire penser. Ceci n'est pas un graffiti. Et le voilà à Denain sur ce grand mur de 6 mètres de haut sur 9 de... Voilà, nous il nous plaît bien, il est sur son skateboard, il part, il représente la vie. La peinture, ça doit être la liberté. Ça doit être la liberté, ça doit être la vie. La peinture, c'est la vie, comme disait Yves Klein. Et c'est vrai, c'est ça. Julien Prouver, je suis le président du collectif Renard, asso qu'on a créé avec Pierre Thierry en 2012, en avril 2012, et depuis on a réalisé 2 gros événements qui s'appellent la BIAM, Biennale internationale d'art mural. L'idée c'est d'avoir un impact fractal en fait dans la ville. Donc l'objectif pour ça c'est d'être sur des gros pignons, puisque la dimension ça impacte directement le public qui est tout de suite interpellé par les œuvres, et surtout ça impacte aussi les politiques. Puisque bien évidemment qui dit pignon dans l'espace public, qui dit art dans l'espace public nécessite forcément l'accord des autorités. Donc on est regardé assez de près à ce niveau-là, au niveau notamment des services d'urbanisme. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que les dossiers sont assez lourds en termes de demandes et pour avoir les autorisations de peindre.
Quand on sait les sommes considérables qui sont mises pour nettoyer les tags, la brigade anti-tag, on peut voir que là, sur une trentaine, quarantaine de murs qui ont été réalisés en 4 ans, au final, il n'y a que 2 ou 3 murs qui ont été détériorés. Du coup, c'est limite, c'est de l'argent public dépensé à bon escient, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi je suis Monsieur Cana, membre du collectif Renard et commissaire, directeur artistique, on peut dire, de la Biennale internationale d'art mural. Alors Biennale d'art mural, parce que le street art, déjà c'est un terme qui n'est pas forcément maîtrisé. Ça regroupe, si on prend vraiment la définition de ce terme, ça regroupe vraiment tout ce qui est intervention dans la rue. Ça peut être de la sculpture, ça peut être une performance, ça peut être un graphe, ça peut être une peinture au pinceau sur un mur ou par terre. Nous, on voulait pas faire un festival qui soit non plus trop large. On voulait quelque chose de très précis sur un domaine qu'on maîtrise et duquel on vient. On vient quand même du milieu graffiti. L'art mural, c'est une passion, mais c'est aussi quelque chose qu'on maîtrise. Donc on voulait montrer au public quelque chose de très précis en présentant une biennale internationale d'art mural, et pas une biennale de street art ou juste une biennale de graffiti.
cet objectif-là aussi de permettre l'émergence aussi d'artistes qui sont pas non plus très connus, avec des risques. Moi, quand j'ai vu son travail au Sénégal, tout de suite directement, je me suis dit, bah voilà, c'est un travail qui mérite d'être mis en valeur. Là, sur la première biennale, Kara, qui venait du Tchad, je l'ai rencontré en 2007, on avait fait un festival hip-hop là-bas, et c'est pareil, Kara a un boulot, il fait des fresques plus de prévention dans la rue, etc. Mais voilà, c'est aussi réussir à pousser les artistes dans leur retranchement, puis permettre une certaine, visibilité aussi sur leur travail, parce que c'est intéressant de présenter aussi des artistes qu'on voit rarement, quoi. Là, si on fait le compte de tous les festivals, si on lit les magazines de graffiti ou de street art, voilà, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Au final, ça tourne autour de 50 ou 100 artistes. En fait, moi, je fais surtout de la programmation. Donc, je suis programmeur, je tape des lignes de code, c'est ça mon truc. Peut-être qu'il y a un point commun. En tout cas, ça me fait des vacances. Déjà, le graffiti, je suis dehors sur le mur, ça me change d'être devant l'écran et mes lignes de code. C'est un équilibre aussi dans ma vie. Ça me permet à des moments, t'en peux plus d'être dehors, de courir le monde. Alors, t'es calé au bureau, un peu douillet, tu tapes tes lignes de code, tu rentres un peu d'argent, et puis tout d'un coup j'en ai marre, j'en peux plus, du coup voilà, tu vas peindre, ça te fait du bien quoi, comme ton sport. Et pareil, la programmation j'ai appris par moi-même depuis une quinzaine d'années, j'ai appris ça tout seul. Donc de manière empirique, j'ai commencé par la fin. Et dans la peinture et le graffiti, c'est un peu pareil. Quand j'ai voulu apprendre à dessiner, c'était trop tard, j'avais trop de défauts. Donc il te faut beaucoup de temps après pour rattraper, etc. Et puis, mais ouais, peut-être qu'il y a un point commun dans le côté des structures. J'aime construire des structures. Quand j'étais gamin, j'aimais jouer au Lego. Là, j'aime construire j'aime construire des programmes, j'aime construire des espèces de villes. Ça se traduit très différemment, mais au final, il y a peut-être un point commun. Le travail sur toile, ça m'a fait changer ma manière de peindre sur mur. Au départ, je suis parti sur toile, je voulais pas faire mon graphe, je voulais faire autre chose. Je trouvais débile d'avoir mon graphe sur une toile, alors j'ai commencé à faire des trucs complètement abstraits, délirants. Puis du coup, j'avais deux styles différents, un style pour les toiles, un style pour les murs. Et puis je crois qu'avec les années, ça s'est fusionné. Ça s'est fusionné en fait dans un truc. Même Photoshop ou Illustrator, ça a changé ma manière de faire des graphes. Je sais pas pourquoi, je fais ces structures là, ça me détend, ça me fait du bien et voilà. Après la compo, la couleur, après quand t'amènes la lumière, et ben alors si tu peux amener du mouvement, enfin voilà, je creuse le même truc comme un autiste, mais du coup j'espère pouvoir l'amener loin. Tu vois, c'est ça le truc.
Me interesa mucho el diálogo con el paisaje y con la arquitectura. Entonces, por eso empecé a utilizar la geometría para poner en valor algunos sitios que no tenían ningún valor o que estaban destruidos o que estaban abandonados, y era una forma de devolverles como una nueva oportunidad. Yo no creo en el sistema en el que estamos y creo que quiero aportar algo a cómo deberían ser las cosas, ¿no? Para mejorarlo. Es como una forma de vandalismo a través de la belleza. Es como inyectar belleza en algunos sitios para que las cosas cambien, pero estás obviando las leyes que lo prohíben. Entonces, de esta manera estás interviniendo, aunque tú no lo quieras, en los asuntos políticos y en los asuntos sociales, porque eso tiene también una repercusión en la gente que habita con ello y en la gente que lo ve. Es como una especie de pequeño reino y pequeño paraíso dentro de la ciudad. Y lo que queda en la pared no es lo importante es la acción de ir y hacerlo. À la base, le collectif et les artistes du collectif, dans leur parcours, ont eu affaire à ce genre de problématique, c'est-à-dire la difficulté à avoir des autorisations pour faire un mur. Donc on s'est souvent passé d'autorisation en allant juste voir les propriétaires des murs, propriétaires privés en général, qui nous donnaient leur autorisation, ou orale ou écrite, ce qui nous permet, en cas de contrôle ou en cas de d'au moins présenter ça et de pouvoir avancer là-dessus, parce que même moi en tant qu'artiste, depuis longtemps, j'ai toujours réalisé dans la rue des murs de manière semi-légale, voire illégale, mais en réalisant des fresques. Donc c'est pas inconciliable, je pense, avec un événement de ce type, et ça va un peu de soi, quoi. C'est un petit peu dans les gènes, on va dire, et du coup, on est amené à faire ça. De plus, on a des artistes là cette année qui étaient là par exemple 2 semaines. Ils vont réaliser la fresque sur un mur autorisé la première semaine, et la deuxième semaine, ils vont aussi nous demander est-ce qu'on peut faire tel mur, est-ce qu'on peut réintervenir, est-ce qu'on peut... Voilà, les artistes qu'on invite, l'art mural, le graffiti ou autre, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Donc en général, on se retrouve à mettre en réseau, nos relations ici dans la région, pour pouvoir faire des murs, pour pouvoir... et voilà, là par exemple, Deris a refait un mur en plus, de manière illégale, Nuria Mora aussi, et voilà, c'est pas un problème. Je veux dire, on est prêt à assumer cette façon de faire, quoi. On n'a pas attendu les institutions pour pouvoir faire des murs, donc maintenant on est bien content de pouvoir réaliser des choses plus conséquentes. C'est sûr que c'est impossible de faire un pignon de 20 mètres de haut, d'installer un élévateur sur un trottoir sans avoir d'autorisation. Soyons honnêtes. Mais bon, ça n'empêche pas de pouvoir faire d'autres murs avec d'autres techniques, un échafaudage, une échelle, sans avoir besoin de qui que ce soit pour nous dire oui ou non.
fois que la biennale fut terminée et qu'il y avait à peu près 25 murs, une trentaine de murs réalisés, la ville de Lille a décidé de faire un plan d'art mural à vélo, où en fait 90% des œuvres qui sont présentes ont été réalisées dans le cadre de la Biam 1. Et ensuite il y a eu un second plan d'art mural à vélo, parce qu'il y a eu d'autres réalisations qui ont été faites. Et là, ce qui est prévu pour peut-être premier trimestre 2016, c'est de ressortir à nouveau une nouvelle carte avec les 10-15 murs qui ont été réalisés là sur l'île Hélène. Voilà. La nouveauté, ça serait d'inclure Hélène. Moi, l'objectif, c'était peut-être utopique, c'est de créer des passerelles entre les différents quartiers et de permettre à quelqu'un qui s'intéresse à ça ou qui découvre qu'il y a la carte, que dans d'autres quartiers, il y a des murs et du coup, de le faire aller dans des quartiers où il ne serait jamais allé. Le truc, c'est de créer un peu des passerelles et des ponts invisibles via ce fil conducteur qui serait les œuvres réalisées dans le cadre de la Biam et de permettre à des gens qui ne sont jamais allés dans ces quartiers-là de se balader dans des quartiers et de voir un petit peu tout simplement qu'il fait aussi bon vivre qu'ailleurs. Si ça peut casser quelques représentations que les gens peuvent avoir, on aura apporté notre pierre à l'édifice pour un peu plus de lien social. Parce qu'au final, c'est surtout ça.